Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. En deuxième heure, j'avais envie qu'on revienne sur le peu de soins en santé mentale au Québec. Vous le savez, c'est un enjeu tellement important. Et j'écrivais là-dessus la semaine dernière dans le Journal de Montréal à quel point notre système est bancal parce que on a vraiment l'impression que quand ça saigne, on finit par être soigné dans le système. Des fois, ça peut être long. On connaît tous les problèmes d'accessibilité pour avoir un médecin de famille, par exemple. Vous êtes encore nombreux à m'écrire là-dessus pour me dire « J'en ai pas de médecin, qu'est-ce que je peux faire? » Mais quand la maladie est mentale, pourquoi a-t-on si peu de soins? Pourquoi c'est si pauvre comme service? Pourquoi c'est aussi inadéquat? Et ça, c'est une question qu'on pose parce que régulièrement, dans l'actualité, on a ce rappel que pas de soins en santé mentale, mais ça nous amène à des drames, comme on a vu encore dernièrement, que ça soit ce petit garçon de 5 ans qui a été tué par sa mère il y a quelques jours à Coteau-du-Lac, une maman qui était, une jeune maman, 29 ans, qui jonglait, on le savait, elle avait déjà fait des épisodes, des tentatives de suicide, la police était allée la voir, la DPJ aussi apparemment avait visité la famille. Il n'y a personne qui a levé le flag, qui a levé le drapeau rouge pour dire « Ouais, il faudrait vraiment, vraiment s'occuper de cette mère-là. » Même si les proches disaient « Elle a une santé mentale fragile, il faut l'aider. » Et ça a donné ce que ça a donné. J'ai avec moi le rapport d'enquête de la coroner sur le décès d'Amélie Champagne. Vous savez, cette jeune femme qui avait la maladie de Lyme pendant des années, qui a essayé de se faire soigner. Et ça a atteint sa santé mentale à tel point qu'elle a mis fin à ses jours. Qu'est-ce qu'on fait? Je voulais en parler avec des gens qui ont vécu, qui ont eu des enjeux de santé mentale et qui ont réussi à transcender ça et à composer avec le système aussi. Je vous les présente tout de suite. Florence K, vous la connaissez, une chanteuse qu'on aime, qui est depuis candidate au doctorat en psychologie à l'UQAM. Elle fait un profil double pour être à la fois clinicienne et chercheuse. Merci beaucoup d'être là, Florence. Merci de l'invitation. Toujours. Tu as écrit là-dessus. Oui. Tu as écrit, tu avais raconté ton histoire. Oui. Il y a 10 ans, presque, mon livre « Buena Vida » est sorti, où est-ce que j'ai raconté en détail toutes les étapes de ce que c'est que de tomber en dépression caractérisée, puis de ne pas savoir, 1, ce qu'on a, 2, quoi faire, puis 3, comment est-ce qu'on fait pour aller mieux. Ouais. Et toutes les étapes. Donc, je les ai documentées parce que ça m'avait vraiment marqué. Au point où aujourd'hui, tu veux rendre au prochain, à ton prochain, t'en occuper toi aussi? Oui, bien, il y a ça, mais il y a aussi le fait que je suis devenue absolument fascinée par ce qui se passe dans la tête. Ouais. Je suis devenue fascinée par la science qu'est la psychologie, par l'étude du comportement, de la pensée, des émotions humaines. Donc oui, il y a ce désir de redonner, et ça, pour moi, c'était le premier... quand je suis sortie de l'hôpital, après que j'ai écrit le livre, parce que ça m'a pris du temps avant d'être capable d'en parler publiquement. C'était 2012, 13, 14, donc on n'était même pas là où on est aujourd'hui. Il y a quand même eu un travail de déstigmatisation qui a été fait. Donc, je voulais que les gens sachent que c'était correct, que c'était pas, il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas de honte à être malade, à vivre des enjeux de santé mentale, comme il n'y a pas de honte à vivre des enjeux de santé physique. Et ça a été mon premier coup d'envoi vers des études en psycho. Je voulais comprendre. Et je me suis laissée prendre au jeu. J'ai tellement aimé mes cours que j'ai commencé à la TELUC. J'ai commencé par un certificat en psycho que j'ai fait en 4 ans parce que j'étais mère mono et beaucoup en tournée. Puis ensuite, j'ai eu la piqûre. J'ai fait un DESS en santé mentale à la TELUC toujours. Puis là, je suis au bac. Je suis plus au bac, je suis au doc. J'ai fait le bac, puis là, je suis au doc. Oui. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que quand tu t'es mis à parler il y a plusieurs années, c'est que ça montrait aussi que ça pouvait toucher tout le monde. Mais oui. On s'en était parlé. Tu vois, oui. C'était le fait de dire tout le monde, là, même une chanteuse, une vedette, une personnalité publique, vit ces enjeux-là. Ben oui, parce que souvent, ça a été associé à la faiblesse, à la paresse, au manque de volonté. Je veux dire, ça fait pas longtemps que on voit dans des films des images un petit peu plus réaliste de ce que c'est, mais longtemps, on parlait de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. On parlait l'image était pas très belle. Les c'était fous, comme, là. Voilà, les fous, carrément, les fous. Mais je pense que on avait besoin de voir que tu peux avoir tout dans la vie, ce qu'on pense, tu sais, de loin, OK, la chanteuse, elle a un enfant en santé, elle a de la bouffe dans le frigo, tout ça, mais
c'est pas parce que quelqu'un a tout qu'il pourra pas avoir du diabète ou pourra pas. Tu sais, le cerveau, c'est un organe aussi. Oui. Puis la santé mentale, c'est biopsychosocial. Donc, c'est un cocktail. Il y a plein d'affaires. Tu peux pas dire, moi, j'ai quitté mon chum puis je suis pas tombée en dépression. Puis elle a quitté son chum puis elle est en dépression. Donc, elle est pas super équipée. Elle est plus faible. Mais ça n'a rien à voir. Ben et non. c'est ça qu'on on veut que ce message-là soit compris parce que c'est avec ça qu'on va réussir à enrayer la honte. Ouais. Mais Donc, tu sais, je me suis demandé, parce qu'avant, on parlait de maladie mentale, puis on a eu comme tout un discours qui bannissait le mot maladie dans le cas de... Et là, on s'est mis à dire, il faut dire enjeu de santé mentale. Puis là, j'ai l'impression, et je l'ai écrit maladie mentale. L'autre jour, j'ai dit, quand la maladie est mentale, on parle du... Je pense qu'il faut rappeler que c'est une maladie, tu viens de très bien le décrire en disant, c'est un organe, le cerveau. Oui. Ben en fait, tu sais, il y a plusieurs niveaux à ça. Je veux dire, on va parler de troubles de santé mentale. C'est comme ça que, par exemple, le DSM, qui est un petit peu le dictionnaire, la Bible, la classification des troubles de santé mentale, là-dedans, il y a des troubles de personnalité. Donc ça, on va parler pas nécessairement de quelqu'un qui a pas jamais vraiment eu d'enjeu ou ressenti de détresse psychologique et qui un jour va connaître un épisode où ça va déclencher quelque chose qui va être là plus présent dans sa vie. Mais les troubles de personnalité, on va parler de structure de personnalité, de façon d'être, de façon dont notre personnalité s'est développée avec des enjeux plutôt dans l'enfance, psychosociaux, relationnels. Le cerveau aussi est impliqué. Il va y avoir des troubles neurodéveloppementaux, des troubles neurodégénératifs. Donc, tu sais, c'est important. La terminologie est très, très importante, mais je crois que c'est un débat qui est là depuis plus longtemps. Est-ce que c'est trouble de santé mentale? Est-ce que c'est maladie mentale? Est-ce que c'est juste santé mentale? Est-ce que c'est un enjeu de santé physique? Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre d'abord et avant tout que ce n'est pas un choix. Voilà. Et Pour que moi, ça mérite c'est des ça. soins aussi, Et à surtout, différents degrés. À différents degrés par des professionnels qui ont chacun leur spécialité et que je pense que ça aussi, c'est très important, c'est de comprendre qu'il y a des professionnels qui sont plus habilités avec certains enjeux que d'autres et que l'interdisciplinarité aussi, c'est très important. Dans un cas, il faut, je veux dire, c'est biopsychosocial. Quelle sphère est-ce qu'on va attaquer? Il faut regarder tout ça, tout autour de ça. Et donc, écoutez, j'en aurais tellement à dire, mais on a un autre invité Oui, qui et est là, j'allais qui est te présenter extraordinaire, parce donc que je veux pas prendre vous tout le temps. vous êtes sans doute croisés, vous avez eu le temps de jaser sans doute hors studio. Je vous présente Jean-François Lacasse qui est avec moi en studio également avec Florence K, auteur, conférencier, ambassadeur social, engagé en santé, mieux-être. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Et votre histoire, Jean-François, est fascinante et je trouvais que vous faisiez un beau couple pour venir en parler à nos auditeurs parce que quand on dit personne n'est à l'abri, Jean-François, c'est vrai, vous l'avez vécu. Votre vie a basculé il y a quelques années, il y a 6 ans. Racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque et qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, moi, j'étais dans le domaine des affaires depuis plusieurs années. Je suis avocat de formation, ensuite planificateur financier dans une grande institution financière ici au Québec. Et évidemment, en 2018, c'est ça, ma vie a basculé. J'ai appelé ça mon atterrissage forcé, mon crash. Et suite à cet incident-là, bien évidemment, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, d'essayer de comprendre pourquoi je suis tombé en dépression alors que je suis instruit, alors que, je fais attention à ma santé, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai tout simplement copié-collé l'éducation que j'ai reçue, dans le fond, de mon père. Pourquoi? Parce que le sujet de la santé mentale est tellement tabou, c'est pas quelque chose qu'on abordait à la table de cuisine. Fait que vous rejetiez ça. Ben, là. Il moi, n'était pas question premièrement, que vous ayez cette maladie-là. Premièrement, je voulais pas être comme lui. Ouais. Deuxièmement, ben, c'est sûr et certain, ce qu'on m'a appris, c'est que ces choses-là, on n'en parle pas. Donc, aller chercher de l'aide, je pense que c'est le premier pas dans la bonne direction, mais c'est le pas le plus difficile à franchir. Et pourtant, moi, j'avais toutes les ressources qui étaient en place là, chez mon employeur, mais même si la fiche là, du programme d'aide aux employés là, me faisait des clins d'œil là, dans la salle de bain, j'appelais pas. Donc, Les gens, ils vont pas. non. Les gens, ils vont pas. Puis ça, c'est un autre fait, là, c'est-à-dire que même quand il y a ces ressources-là en place, ils sont sous-utilisés. Donc, de là l'importance de Parce qu'on faire... veut pas, on sait pourquoi aussi. Oui. Parce qu'on veut pas que l'employeur soit au courant de ce qu'on vit, parce qu'on a peur d'être Ouais. vu différemment. Là. Ouais. Parce qu'il y a un tabou encore. Là. Oui, il est encore là. Il y en a, il tombe
mais une pelure d'oignon à la fois. Ouais. Il est encore là. Il y a comme un double discours aussi. Je sais pas Ouais. si... Puis on parle des mots qui sont importants. Là. Ouais. Moi, je suis d'avis là, qu'à force de dire que c'est un tabou, on Oui. gonfle le tabou. Donc, évidemment, il faudrait peut-être juste, à un moment donné, accepter qu'on a tous une santé psychologique. Pour certains, puis quand on regarde les statistiques, elle est quand même fragilisée d'une certaine façon. Je vous entendais parler là, Mais complètement. en fait, La congestion. de la congestion Ben ce oui. matin. Oui. Est-ce que c'est bon pour sa santé mentale? Non, ça? non, puis Ben non. c'est documenté. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça va jusque-là. Donc, évidemment, nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Tu sais, moi, je disais, je suis avocat de formation. Là. Quand j'ai commencé en 2000, Isabelle, on s'envoyait des lettres pour communiquer ensemble. Puis aujourd'hui, cette même information-là, elle est communiquée dans une fraction de seconde. Donc, c'est comme si notre cerveau aujourd'hui, en quelque sorte, c'est comme si on jonglait avec 7-8 balles en même temps. Voilà. Donc, notre cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, c'est aussi un élément qui fait en sorte que de plus en plus de gens, oui, on parle de ceux qui n'ont pas de soins, là, mais oublions pas ceux qui sont symptomatiques, puis sont, en quelque sorte, ils font rien avec ça. Tu sais, un papa là, qui est colérique, un papa qui prend un coup, un papa qui est pas là pour ses enfants, je m'excuse, là, mais en quelque part, il y a peut-être un enjeu de santé psychologique. Tu sais. Il existe des outils ultra simples que les gens peuvent utiliser sur une base quotidienne et pour être en mesure de mesurer leur baromètre psychologique. Et moi, je frappe beaucoup sur ce clou-là parce que depuis que j'utilise moi-même cet outil-là, ben ma santé mentale et ma santé psychologique va mieux. On va y revenir. Vous me permettrez, Jean-François Lacasse et Florence K, de donner à nos auditeurs le numéro pour nous joindre. Parce que j'aimerais que si vous nous écoutez, que vous avez envie de nous parler de ce que vous vivez, c'est le bon moment parce qu'on a vraiment des gens qui sont ici, là. Il y a moi, je suis toujours de toute écoute pour vous, vous le savez, mais j'ai aussi mes invités qui sont bien placés pour vous recommander des soins, vous recommander des outils. Des ressources. Des ressources, parce que je pense que c'est là. C'est bien beau. Je pense qu'on a constaté qu'on a des enjeux de santé mentale, qu'il faut vraiment qu'on s'en occupe au Québec. Le problème, c'est les ressources. Êtes-vous en train d'en chercher en ce moment même? Est-ce que vous avez des proches qui passent à travers des bourrofs, comme on dit, là? Tu sais, le monde dit, je viens un bourrof. Ça, en général, ça veut dire, je vais pas tant bien, hein? Alors, vous pouvez nous joindre au 1-877-827-2346. Vous pouvez également m'écrire à isabelle@cube.ca. Soyez pas gênés de nous le dire. Puis c'est vrai, c'est très juste de dire, on doit plus parler de tabou. Il faut justement, pour lever le tabou... Oui, c'est un excellent point. Oui, de dire, vraiment... regarde, on va s'en parler entre nous. Il y a Lydia qui m'écrit les listes d'attente en santé mentale. Je sais plus quoi faire avec mon enfant qui va pas bien, qui se referme. Le psy au privé, le public, les listes d'attente. On sent, là, Lydia, elle a une charge là qui est importante. Ben, c'est un peu un des gros problèmes, Florence, c'est oui. que c'est complexe d'accéder à des soins. C'est pas juste je me casse un bras, je vais à l'urgence. Ouais. Premièrement, maintenant, l'urgence fait peur à beaucoup. Moi, quand j'ai eu mon épisode dépressif majeur, j'avais des psychoses, j'avais de l'idéation suicidaire assez forte aussi. Et j'ai dû aller 3 fois à l'urgence avant d'être gardée, avant d'être hospitalisée. 3 fois. 3 fois. Et j'ai même passé 1 semaine dans un corridor de l'urgence parce qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie. Et j'étais un cas psychiatrique. J'étais un cas, c'était pas quelque chose où avec une application d'auto-soin j'étais bien au-delà de ça parce que pendant 1 an, j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait et j'avais trop honte d'en parler, donc j'étais pas allée chercher de l'aide et c'est important. Même à tes proches? Ben, mes proches voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais moi, j'étais dans un déni. Encore une fois, on est 2011, 2012. Ouais. Je suis supposée avoir tout pour être heureuse, carrière, enfant, machin, tout ça. Donc, j'ai honte. Et la honte nourrit la honte. La culpabilité nourrit la honte. Et tu tombes dans ce cercle-là et tu te dis, ben là, j'ai tout pour être heureuse, je suis pas bien. Et c'est pas... Tu te cales juste plus. Mais oui, et c'est pas que j'aimais pas ma vie, ce n'est pas une question c'est une question de ne vraiment pas aller bien. Et donc, moi, en ne sachant pas, même on me disait, ben écoute, va chercher de l'aide. Même quand j'ai accepté, quand j'ai dit, OK, peut-être il faut que j'aille chercher de l'aide, Et ça, c'est savais facile pas où à dire, aller. va chercher de l'aide, Mais non, voilà. mais On sait où pas à quelle porte aller? cogner. Et c'est tellement complexe. Elle l'a écrit, notre auditrice. Ouais. Elle l'a écrit et c'est un dédale. Premièrement, il n'y a pas les médecins de famille. Bon, il y a eu des changements maintenant qui sont en train de se faire. Il y a un projet de loi 67. On sent qu'il y a une volonté. On sent qu'il y a une connaissance des enjeux. On sent qu'on veut faire ça, mais on parle d'une machine extrêmement lourde aussi. Ouais. Donc, par exemple, le projet de loi 67 qui va permettre aux psychologues de diagnostiquer, de poser des diagnostics, d'avoir justement pour
les arrêts de travail, pour les assurances, tout ça, pour désengorger les cabinets médicaux déjà. Dans d'autres professions aussi, il y a des changements. Il y a quelque chose qui se passe. Mais les cas augmente plus vite que la machine bouge. Donc, on puis en tu est parles là. de psychologue, c'est pas évident d'avoir accès à un psychologue, puis c'est souvent Non. au privé. Ben, c'est et ça, c'est au coûteux. privé, oui, et il y a un enjeu aussi au public, et pas juste pour les psychologues, mais pour d'autres professions, des conditions de travail qui ne sont pas à la hauteur de ce que les gens aimeraient pouvoir pratiquer leur profession dans des conditions qui vont avec ce qu'ils font, avec l'ampleur de la tâche et la responsabilité qu'ils font. Donc, les gens quittent le public pour le privé, et ça fait en sorte que, à ce moment-là, il y en a moins dans le public. Donc, les populations les plus vulnérables, les populations psychiatrisées, parce que des cas de psychose, je veux dire, tu vas pas aller... Moi, dans l'état où j'étais, là, je pouvais pas aller dans un cabinet privé une fois par semaine. Genre, j'étais bien au-delà de ces cas-là. Là. Moi, j'avais besoin d'être littéralement... j'étais dangereuse pour moi-même. Ben, écoute, ce que tu racontes, ça fait penser à ce qu'a vécu Amélie Champagne. Là. Ben, oui. Elle aussi, elle a fait... Son père le racontait à quel point elle avait vécu un désert médical, c'est-à-dire elle a jamais... Elle est allée, elle aussi, dans les urgences psychiatriques. On l'a vu, on l'a ressorti, on lui a dit « Retournez chez vous ». On lui a dit « Vous n'êtes pas dans le bon code postal, il faudrait aller à l'autre ». Voyons donc, c'est terrible, ça. Moi, j'ai le goût de rebondir Allez-y, sur Jean-François le Lacasse, fait oui. de... Puis on va aller au téléphone, après on a Stanley. C'est sûr et certain là, que le cas de Florence, c'est vraiment un cas de maladie mentale là, au niveau de la bipolarité, hein, si je ne me trompe pas. Mais oublions pas que la santé mentale, ça va au-delà de la maladie mentale. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que c'est juste des cas comme ça qu'on souffre d'une santé mentale. Souffrir d'une santé mentale, là, ça peut être aussi banal que mal dormir, être irritable tout le temps, pas avoir d'énergie, consommer de l'alcool d'une façon abusive. Ça, là, c'est des indicateurs que notre santé mentale, elle est fragilisée. Ouais. Donc, pour travailler, puis tu sais, c'est sûr et certain, les ressources sont pas là. Même si on cogne au gouvernement, je veux dire, ça fait des années qu'on dit que les ressources sont pas là. Mais de là, l'importance de travailler en amont, en prévention, en éduquer les gens, les outiller. Parce que moi, là, j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de ma dépression, là, 5 ans auparavant. Par vos comportements, Par ça, vous mes vous en rendiez comportements. pas compte? Ben, ouais. En fait, je m'en rendais pas compte. Ça s'installe sournoisement dans notre vie. Ouais. Donc, tu sais, je donne souvent cet exemple-là quand je suis en intervention. Moi, mon ancienne conjointe, elle pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle, là, puis je pouvais péter une coche de 5 minutes. Ah ouais. Ouais. Donc, moi, c'était pas dans ma nature propre, ça. Moi, je suis pas un gars irritable, je suis quelqu'un d'ultra patient. Mais à un moment donné, l'irritabilité devient comme un trait de caractère. Et ça venait de quoi? Vous aviez trop travaillé à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé, vous diriez? Ben, moi, ce que j'ai identifié, premièrement, c'est le deuil mal guéri de mon père en 2013. Ensuite, une promotion super importante au travail où mes objectifs ont plus que triplé. Un couple qui bat de l'aile. Oh mon Dieu, ça fait non, mais beaucoup. tu sais, c'est parce qu'à un c'est un moment donné- checklist. C'est un checklist. Mais j'aime ça ce que vous racontez, Jean-François, parce que, dans le fond, la vie aussi n'est pas un long facture entier. C'est niaiseux de le dire, Non. mais de rappeler que la vie, des fois, nous passe dessus. Tu sais, puis des fois, ça fait mal. Puis on est comme pas outillés. Non, on n'est pas outillés. Les écoles, On est comme pas outillés pour la vie, finalement. Ouais, C'est on niaiseux à apprend dire. plein de Ouais. choses à l'école, mais on devrait avoir des cours déjà de gestion de l'émotion, de Oui. compréhension de l'émotion. Exact. De comprendre nos émotions, mettre des mots dessus, c'est la base. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que, et ça, on nous le répète beaucoup à l'école, on travaille beaucoup là-dessus, les facteurs de protection. Donc, la santé mentale, c'est pas juste t'en as une ou t'en as pas. C'est comme la santé physique. Je veux dire, avoir un problème de dos chronique ou avoir une jambe cassée, c'est pas la même chose que d'avoir des métastases. Mais ta santé est quand même affectée. Donc, c'est ça aussi le continuum de traitement. Il faut regarder qu'est-ce qui doit être priorisé, par exemple, à des soins psychiatriques, hospitaliers, ce qui peut se faire justement avec un accompagnement. Ouais. C'est pas tous les cas qui vont avoir besoin d'un psychiatre ou d'un psychologue. C'est pas, il peut y avoir des ressources communautaires, un soutien, un maintien, et puis le bon vieux manger, dormir, bouger. Je veux dire, ça, là, c'est comme... Une hygiène de vie Oui, plutôt mais équilibrée. Dans notre Ouais. système, est-ce que c'est encouragé? Ouais. Est-ce que ça, c'est encourager des heures de travail de fou, comme tu disais, 2 heures de trafic, aller chercher les enfants, faire à manger, le stress, l'insomnie? Ouais. Moi, ça avait commencé par de l'insomnie. Donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est vraiment important, ça. C'est pour ça que tout à fait. j'estime, tu sais, en mode solution, que l'entreprise privée a un certain rôle à jouer pour en parler de ce sujet-là.
ouvertement à l'intérieur de leur organisation. On va aller, beaucoup d'auditeurs qui réagissent là, par texto et on a Stanley qui nous appelle. Bonjour. Bonjour Isabelle, félicitations pour ton émission. Merci Stanley. Moi, c'est pour raconter ma situation parce que moi, je vis, on peut dire, dans la santé mentale, tout ça, mais il y a un plus gros problème, c'est l'orgueil qui frappe le ministère. Parce qu'on est dans une société qu'on balance à tout et à droite, malade mental. Donc, c'est quelqu'un de spécial. Mais moi, je me suis senti mieux durant la pandémie parce que tout le monde a été majoritairement atteint d'une maladie mentale durant le confinement. Et ça m'a fait que je me suis senti moins seul. J'ai compris que c'était tout le monde qui pouvait l'avoir parce que la façon que c'est monté, c'est comme si c'est spécial, comme personne ne peut l'avoir, puis quand tu l'as ou tu es stigmatisé. Mais c'est ça le vrai problème. L'orgueil joue le jeu. Et ça m'a pas aidé durant des années parce que j'ai un gros orgueil. Et j'ai pris la méditation, j'ai fait des thérapies solaires. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment aidé? C'est le sport. C'est le sport, vous dites? Le sport, oui. Ouais, le fait de bouger, madame. Voilà. C'est primordial à la santé mentale. Et se mettre dans la pensée que tout le monde peut être atteint, comme on n'est pas seul, c'est comme un mal de dos, comme madame disait. Ça peut arriver du jour au lendemain. Ouais. Et puis quand ça arrive aux gens, c'est comme ça, on va se cacher. On ne demande pas d'aide. On va laisser ça passer. Ça passe avec un verre. Puis le 2 verres, 3 verres. Vous avez tellement raison de dire ça, Stanley. Merci. Merci, Stanley. Merci beaucoup. Suzanne, un message pour toi en particulier. Florence, Suzanne est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Suzanne. Bonjour à tout le monde. Bonjour à premièrement Isabelle. Je vous dis 2 mots. Je suis tellement heureuse de vous retrouver en radio. Merci. Vous m'avez manqué. C'est très heureuse. Merci beaucoup. Et Florence K, M. Lacasse, bonjour aussi. Bonjour. Mais c'est Florence K. À toutes les fois que je vous vois, là, je peux vous parler, même si c'est pas en face. Moi, j'ai lu je sais pas comment vous avez écrit le livre, mais le livre où vous avez raconté justement la période dépressive, même dépression psychotique que vous avez eue. Tantôt, vous disiez mes 3 hospitalisations. Je me rappelle, j'ai lu ça, là. Écoutez, moi, à cette époque-là, ma belle-sœur vivait une dépression majeure. Moi, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé en psychiatrie. Je peux vous dire que je connaissais les symptômes et elle les avait tous. Son mari lui disait, il était contre la médication, contre les antidépresseurs, essaye les produits naturels, va voir. Bon, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis moi, je l'appelais, puis je lui disais, non, tu as tous les symptômes, va voir un médecin, c'est ça que tu as besoin. Elle ne voulait rien savoir de ça. Là, vous sortez votre livre, où vous racontez votre histoire. Fait, je me suis dit, je vais lire le livre. Si ça a de l'allure, je vais en acheter un pour ma belle-sœur. Je lis le livre. Écoutez, tout ce que vous racontez, parce que cette époque-là, votre petite fille, je pense que une fille était jeune, c'était difficile. Tantôt, vous disiez, j'ai passé une semaine dans le corridor. Vous avez été même en isolement, si ma mémoire est bonne. J'étais enfermée. Écoutez, oui, mais c'était, en tout cas, moi, là, j'ai lu ça, je dis, regarde, ma belle-sœur, elle s'en allait, là, c'était ça elle vivait ça, mais hors des murs de l'hôpital. Elle avait des idées suicidaires, des idées suicidaires même, pas suicidaires, mais envers ses enfants. Elle c'est avait sûr. 2 jeunes enfants. Je vous jure, c'était vraiment difficile. Je lui ai acheté le livre, je lui ai envoyé le livre parce qu'elle reste aux États-Unis. Écoutez, elle a lu votre livre. Ça l'a confortée en disant, puis vous avez dit dans votre livre, là, je me rappelle plus de la phrase, mais ça disait quelque chose comme, moi, vous, Florence K., moi, j'ai une faille. J'ai comme une faille dans mon cerveau, puis cette faille-là, faut que je prenne une médication pour la colmater. Quelque chose comme ça, là. C'est ça que ça disait, que vous étiez pas... Prendre des médicaments, on n'aime pas dire qu'on n'aime pas ça, mais quand on en a besoin pour régler un problème, il faut le faire. Puis que vous, ça vous avait aidé à reprendre votre vie, puis à regarder aujourd'hui comment vous êtes. Je sais pas si vous prenez encore des médicaments, puis c'est pas important. Sans doute toute la vie, parfois. Oui, moi, j'ai quelque chose qui s'appelle le trouble bipolaire type 2. C'était un diagnostic que j'ai eu il y a 7 ans, parce que au début, c'était pas ça que je savais, on pensait que c'était un épisode dépressif. Puis moi, je vais être médicamentée probablement toute ma vie, en fait.
fait, peut-être que oui, peut-être que non, who knows, mais j'ai aucun problème avec ça. Mais non, et, c'est ça. Il y en a qui prennent des médicaments contre le diabète. Mais ce qui est important, c'est que ce soit fait de façon... ça prend du temps, trouver les bonnes molécules, ça prend de l'attention. Et le meilleur traitement, c'est de la médication combinée avec de la psychothérapie pour des cas qui le nécessitent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une évaluation, une pose de diagnostic et un suivi. Parce que mettre quelqu'un sur la médication et le revoir 1 an plus tard, c'est pas la même chose que de suivre à chaque 2 semaines comment ça va, est-ce que vous avez des effets secondaires. On joue avec le cerveau là-dedans, mais et ça dépend de chacun. Mais pour moi, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui a fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai une vie hyper épanouie. Et t'es capable d'en parler puis de et je pense dire aux autres aussi. C'est ça. Et je pense que ce qui est important, un petit message clé là-dedans, c'est que c'est pas parce que on a un trouble de santé mentale chronique ou un trouble qu'on n'est pas en bonne santé mentale. Moi, je considère que je suis en excellente santé mentale, même si je vis avec le trouble bipolaire de type 2. Et j'espère que mon expérience, et quand vous me dites que le livre l'a aidé, là, pour moi, là, une personne qui me dit ça, ma job est faite avec ce livre-là. C'était ça le but. C'était juste de vous dire, c'est correct. Puis je pense que c'est ça que tu fais aussi, Jean-François. Merci beaucoup, Suzanne, de votre témoignage. Et Jean-François a d'ailleurs mis sur pied un guide, d'évaluation, une espèce, t'appelles ça le tableau de bord. Ça vient pas de moi, Isabelle. En fait, ça vient du domaine de la santé. Oui, bon. Moi, je l'ai tout simplement reproduit parce que... c'est le principe des lumières. Exactement. En fait. comme un check engine d'une voiture. Voilà. Donc, il y a 11 questions et on remplit le questionnaire. Puis là, évidemment, ça, c'est un outil. C'est pas un outil d'autodiagnostic, là. C'est un outil d'autogestion. C'est pour juste évaluer comment on va. Et à partir du moment où on a des lumineux rouges, par exemple, la première recommandation, c'est de consulter un professionnel de la santé rapidement. Ouais. Mais au-delà de ça, là, on est capable, avec cet outil-là, de s'occuper de sa santé mentale au quotidien parce qu'on peut appliquer les stratégies ponctuelles qui sont suggérées. Puis, tu sais, des fois, là, les stratégies, c'est aussi simple que prendre du recul, se reposer, identifier les difficultés, agir sur qu'est-ce que je peux changer. Évidemment, ça, tu sais, la prévention, c'est pas trop sexy, là. Tu sais, souvent, on attend jusqu'au bout avant d'aller chercher un coup de main, puis c'est là qu'on va apporter des modifications à ses comportements. Cet outil-là nous permet en direct de voir, écoute, comment je vais aujourd'hui. Puis moi-même, là, qui est un ambassadeur engagé en santé mentale là, ou en santé mieux-être, là, j'en ai des lumières d'allumées, moi, présentement. Mm-hmm. C'est normal parce que avant de rentrer ici... C'est normal parce que c'est l'automne, Jean-François aussi, puis qui mouille, puis qui fait gris. Mais ma lumière d'anxiété, elle a allumé tantôt avant que je rentre en studio, mais elle a éteindu. Ouais. L'affaire, c'est que c'est quand que c'est là en permanence, c'est là qu'il faut se poser des questions. Donc moi, dans le temps, l'irritabilité était là en permanence. Donc, je devais en quelque sorte agir avant qu'il soit trop tard. Donc, ça, c'est important de le dire aux gars qui nous écoutent, ça. Ben, parce que je pense j'étais contente d'entendre Stanley tout à l'heure parce qu'il disait... Oui, Stanley, merci de l'avoir appelé parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont entendu ça et se sont sentis interpellés aussi. Tu sais, dans le fond, Jean-Marc Parent a popularisé l'expression « flash tes lumières ». Oui. Moi, à travers mes interventions, c'est l'expression « check tes lumières ouais. ». Puis quand je vais, exemple, dans des milieux d'hommes, je suis allé dans le domaine minier le printemps dernier. Mm-hmm. C'est inspirant de parler de santé mentale. Les boys ont envie d'en parler parce que quand tu en parles ouvertement, ils se disent « Tabarnouche, il est comme moi, lui. Ouais. » Puis, tu sais, c'est ça. Alors, l'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible, de rendre ça rafraîchissant. Ça fait des années, je trouve, que c'est mélodramatique. Puis, tu sais, exemple, là, les ressources sont pas là. Soyons en mode solution. Là. Ouais. C'est quand le premier téléthon en santé mentale au Québec? En tout cas, on aura une chanteuse déjà. Et une animatrice, n'est-ce pas? Il y a 3 déjà, on a quelque chose, on pense. C'est une très bonne idée. J'en profite, Jean-François Lacasse, pour donner votre site, parce qu'il y a plein d'informations sur le site de Jean-François, sincèrement. Il y a plein de services, il y a des choses intéressantes que vous pouvez aller glaner. C'est jflacasse.com. On rappelle ton livre aussi, parce qu'il est toujours édité. Oui, Buena Vida, puis Nueva Vida, qui était la suite aussi. Et puis, je veux juste rappeler aux gens qui nous ont écoutés de ne pas hésiter si jamais ils ont
de l'idéation suicidaire, si jamais ils ont de la détresse, 1-866 appel. Ouais. Et il y a des ressources comme Relief. Jean-François et moi, Ouais, on est ambassadeurs de Relief, relief.ca, et il y a toutes sortes de ressources qui sont mises là. Il y a un soutien, un accompagnement qui est fait. Et il faut rappeler que pour les gens qui sont en attente, par exemple, une liste d'attente pour un psychologue, d'être soutenu à travers ça, d'être accompagné, ça aide justement accompagné par un organisme communautaire, de ne pas être seul. Donc, Relief, on peut téléphoner. Relief, on peut téléphoner, on peut écrire, on peut aller voir les groupes de soutien. Ce sont des ressources, et il y en a, les ressources communautaires sont là pour soutenir pendant le traitement, avant le traitement, après, même s'il n'y a pas de traitement, peu importe. Il faut juste pas être seul là-dedans et se rappeler qu'il n'y a pas de honte à avoir ça. Et ça, c'est quelque chose que la société nous a martelé pendant des siècles. Tellement. Et qu'on est en train de défaire. Je veux vous lire le commentaire d'Audrey qui dit c'est arrivé à ma fille. Elle a réussi avec le GAP, mon Dieu, ça a marché, d'avoir un rendez-vous avec une médecin omnipraticienne pour une consultation, pour avoir le papier de consultation pour aller en psychiatrie. Et la médecin lui a dit ben non, t'as pas besoin d'une consultation en psychiatrie, là, trouve-toi donc un chum. Alors, on Puis a elle dit, beaucoup ça va régler ça. Et là, la maman dit, quel manque d'empathie. Il y a beaucoup de Et elle a travail une à question faire. pour vous. Quelle différence voit-on entre un problème psychologique et il y a ce qu'on peut régler avec un psychologue, peut-être plus pour toi, Florence, et ce qu'on peut régler avec un psychiatre? Comment on sait le degré? Ça va dépendre, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de réponse. On commence avec son médecin idéalement. Maintenant, avec le projet de loi 67 aussi, un psychologue va pouvoir justement, je ne veux pas dire n'importe quoi, j'ai pas le projet de loi devant moi, mais il y a une amélioration là, pour l'accès. Sauf que ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas c'est pas du prêt à porter, là. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui complexifie un peu la chose. Mais c'est important, je crois, et ça se fait de plus en plus, de continuer les formations envers tout le personnel de la santé en ce qui a trait à la santé mentale. Visiblement, tu as vu la médecin, une réponse comme ça n'a juste pas d'allure. Parce que il y en a peut-être pas nécessairement assez dans tous les domaines. Donc, c'est peut-être une suggestion et ça revient un peu à ce que tu disais, l'information, informer. Peut-être aussi, quand on entend des témoignages comme celui que tu fais... Jean-François Lacasse, mais le tien aussi, Florence. Oui, je pense que ça... On a besoin pour de ça. Le personnel... Moi, j'ai parlé beaucoup dans des centres hospitaliers, dans des cliniques aussi avec du personnel médical, parce que de se mettre dans la tête de la personne qui le vit, c'est très différent. Et moi, c'est quelque chose que je vois justement en étudiant pour devenir psychologue. Là, j'ai un aspect plus extérieur, plus scientifique, tout ça, mais ce qui se passe dans la tête, moi, j'ai l'impression que ça va m'aider dans mon métier plus tard parce que j'aurais pu comprendre c'est quoi. Et donc, c'est ça, là. Mon Dieu, vous allez revenir nous... Ça fait du bien. Ça me fait du bien à moi. Merci. Ça me fait du bien à tout le monde. Et je vais vous dire, je vais absolument lire ce témoignage. Il y a quelqu'un qui dit « J'apprécie tellement vos deux invités. Ils s'expriment comme des gens ordinaires, entre guillemets, sans être moralisateurs. On assimile que ce sont des gens comme les autres. On s'entend qu'il s'agit maintenant de la norme en 2024. Tout le monde peut passer à travers ce que Jean-François... J'en ai des frissons. Ce que vous avez témoigné. Merci d'ailleurs d'en parler. Je rappelle, jflacasse.com. Vous faites des conférences, vous allez un peu partout. Vous êtes un ambassadeur engagé en santé mieux-être. Merci de le faire. On rappelle Relief, je ne savais pas. Vous étiez tous les deux sur Relief, que je connais bien. J'ai un show à Montréal. J'ai un show à Québec samedi. Mais des fois, je parle trop. Samedi, j'ai un show à Québec, à Vanier, à la chapelle de Vanier. Mon show brésilien. La musique, c'est très bon pour la santé mentale. Donc, un hommage à Jobim, compositeur brésilien, et le Lion d'Or à Montréal le 8 octobre. Et il y a d'autres dates, là, je suis en tournée. Fait que venez écouter de la musique. Ça, c'est comme quand je finis ma semaine à l'école, moi, d'aller chanter sur scène, c'est bon pour ma santé mentale. Donc, venez au spectacle, puis c'est tout intime. C'est guitare, piano, voix. C'est relax. Ça fait pas trop de bruit, j'espère. Non, ça dérange parce pas que personne. je trouve qu'il y a beaucoup de bruit dans la vie. Je voulais quelque chose de tranquille. Ouais, puis moi, Isabelle, je veux te remercier d'ouvrir la discussion là-dessus. Sincèrement, okay? les amis, alors, j'ai trop de gens autour de moi qui vivent ça. Puis je pense qu'on vit tout. Moi, je le dis maintenant, je ne connaissais pas l'anxiété. On parlera d'anxiété dans un autre moment, parce que là, si on ouvre ça, on n'a pas fini. Mais aujourd'hui, j'envie de l'anxiété par moment. Puis ça me surprend. Et j'ai les mêmes réflexes que les auditeurs qui disent « Mais voyons, comment ça, moi? »
Et alors, il faut vraiment qu'on travaille sur nous. Check tes Ouais, lumières. puis l'anxiété. Mais tu sais, check tes lumières, c'est de se demander à nous, si on se dit aujourd'hui, OK, on part avec ça déjà. On se Un petit mot demande sur l'anxiété. comment on vit, comment on est Ouais. aujourd'hui, tu sais. On demande aux autres, hey, comment tu vas, mais il faut se le demander à soi. Absolument. Puis l'anxiété, se rappeler que c'est un système d'alarme. L'anxiété, c'est pas nécessairement un trouble en soi, c'est une émotion qui est là pour nous avertir qu'il y a quelque chose dans notre équilibre. Ouais. C'est un petit système d'alarme. Donc, écoutez cette anxiété. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Que je dors pas assez. Voilà, Mais c'est tu vois, ça. tu l'as écouté. Est-ce que tu es allé te coucher plus tôt? Oh mon Dieu, non, mais écoute, je suis en train de me dire en fin de semaine, je vais dormir. Parfait. Hey, tous les deux. Merci. Merci tellement, Merci. tellement, tellement. Merci, Merci Isabelle. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup.